So the next talk is in French, so I'll be switching, thanks God. On l'a vu ce matin, il y avait énormément de ressources pour déployer une archi comme Lego, comme PostNL. On a énormément de choses à faire en tant que développeur. Écrire la business logic, on l'a vu ici, déployer l'infrastructure. Mais aussi sur tous ces services-là, il faut qu'on puisse connaître les meilleures pratiques. Il faut qu'on puisse, on a des problématiques budgétaires, des problématiques de performance, des problématiques de sécurité. Et en tant que développeur, on ne peut pas tout connaître. Et c'est vraiment quelque chose, en tant que développeur, une charge mentale que j'ai envie de transférer éventuellement à un outil automatique. Bill Gates dit qu'il choisira toujours quelqu'un de fainéant pour faire une tâche difficile parce que cette personne-là va trouver un moyen facile de le faire. Spoiler alerte, il existe un moyen facile d'auditer son archi. À titre personnel, je suis très fier d'introduire le prochain talk, puisque je vais accueillir un duo qui s'efforce de rendre le serverless plus green et plus accessible via une série d'articles, mais qui travaille aussi depuis un petit moment et qui fait un travail remarquable pour développer et maintenir un outil open source qui vous permet d'auditer votre infrastructure et que j'utilise à titre personnel tous les jours. Donc merci d'accueillir Pierre et Juliette. Bonjour à tous. Alors, je vais raconter ma vie un petit peu pendant quelques minutes, pendant que Juliette récupère le micro au fond de la salle. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour vous présenter... Est-ce que ça va marcher ou pas? Pour vous présenter notre talk. Et bah du coup, j'ai appuyé sur le bouton. Pour vous présenter notre talk qui s'appelle « Auditer son infrastructure serverless en un clin d'œil ». Et du coup, je vais commencer par me présenter le temps que Juliette arrive. Donc moi, je m'appelle Pierre Cholet, je suis développeur depuis à peu près 1 an. J'ai pas encore mon diplôme, il arrive la semaine prochaine. Et voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, je suis chez Théodo, je suis software engineer et du coup, je travaille sur des missions de développement web. Je fais du serverless. Et ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est écrire des petits articles, comme Pierre le disait. Donc, je m'efforce de rendre accessible le serverless, en particulier avec l'infrastructure as code, en faisant des petits articles de découverte qui apprennent aux gens à créer leurs petites applications. Vous pouvez retrouver le lien en bas. Et je vois que Juliette arrive tout de suite. Et elle va pouvoir du coup se présenter. Timing parfait. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi aussi, je développe des applications serverless chez Théodo. Et je me suis notamment intéressée en parallèle au sujet du Green IT appliqué au serverless. Voilà. Donc, comme on vient de vous le dire, ça fait à peu près 1 an qu'on crée des applications serverless sur AWS, du coup. Et on a appris des tonnes de choses. Et alors, je vais vous surprendre, hein, mais notre plus grand apprentissage, c'est qu'en fait, le serverless sur AWS, c'est super complexe. Voilà. Et alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, hein, le serverless, c'est complexe. En gros, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un coût d'entrée quand on travaille sur AWS, en termes de connaissances, qui est hyper élevé. Donc, un nouveau développeur qui va arriver sur une application, qui va commencer à apprendre un petit peu le SDK AWS, par exemple. Il va falloir qu'il connaisse plein de choses au niveau du fonctionnement des services, plein de best practices, il va falloir qu'il évite des pièges. Et du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous éviter de faire couler votre appli comme le Titanic en vous présentant l'iceberg des best practices AWS, des petites choses cachées qu'on a appris en 1 an. Et je laisse Juliette commencer, du coup. Oui, du coup, on va vous raconter 5 problèmes qu'on a rencontrés. Et on classe ça donc du plus simple au plus complexe sur cet iceberg que représente AWS. Et on commence tout de suite avec Lambda. Donc moi, la première fois que j'ai eu à provisionner une Lambda, j'ai vu qu'il y avait 2 architectures. Mais alors, en creusant un peu, je me suis demandé pourquoi. Finalement, ARM, quand on lit la documentation, c'est 20% plus rapide, 20% moins cher à temps d'exécution équivalent, et donc plus green. Donc pourquoi on garde encore cette architecture x86 comme architecture proposée par défaut pour Lambda? En fait, AWS la propose encore pour des questions de compatibilité avec toutes les librairies. Mais notre recommandation, ce sera d'utiliser ARM dès que c'est possible,
Donc dès que vous n'avez pas de librairie qui ne soit pas compatible avec cette architecture, et donc si vous mettez ça en place, ce sera une bonne pratique pour vos coûts, pour la rapidité et pour l'aspect Green IT. Et en fait, tout au long, nos prochains problèmes et nos recommandations, on va les classer sur 5 piliers. Donc aux 3 que je vous ai cités vont s'ajouter stabilité et sécurité. On continue à voyager sur notre iceberg. On est toujours sur la partie visible et on va parler de S3. Donc S3, le système de stockage de fichiers sur AWS. Donc là, pareil, moi, j'ai voulu uploader mon premier objet mon premier fichier sur S3 et j'ai vu qu'il y avait plein de classes de stockage. Donc quand on voit juste ce tableau, c'est pas très clair. On va regarder un peu ensemble. Il y a d'abord la classe de stockage standard pour les fichiers auxquels on va vouloir accéder assez régulièrement. Ça a un certain coût de stockage. Il y a aussi la classe infrequent access. Donc là, c'est pour les fichiers auxquels on va vouloir accéder un peu moins souvent. On a un coût de stockage qui est réduit, mais on va avoir un petit coût dès qu'on voudra récupérer un fichier. Et enfin, archive ou glacier. Donc là, le coût de stockage, il est encore réduit, mais on va avoir un coût encore plus important au moment de récupérer un fichier. Et en fait, on vous l'a caché, mais il existe aussi une classe un peu magique où ça s'appelle l'intelligent tiering, donc, et ça va déplacer vos objets d'une classe à une autre en fonction du temps pendant lequel il n'a pas été requêté. Donc là, si on a un fichier auquel on n'a pas accédé pendant 30 jours, on le bascule en infrequent access. Au bout de 90 jours, en archive. Et à partir du moment où on va y accéder une fois, il rebascule en standard. Et donc là, on ne va pas avoir de coût pour récupérer le fichier, mais on aura un petit frais mensuel au nombre d'objets qui utilisent l'intelligent tiering. Et là, notre recommandation, en fait, ça va être d'utiliser l'intelligent tiering pour tous les cas d'usage où on ne va pas savoir exactement à quelle fréquence on va vouloir accéder à un fichier. Et donc, cette fois-ci, ce sera bien à la fois pour les coûts et pour la sustainability. On continue à plonger dans les abysses. On va parler du coup de Cognito. Cognito, c'est le service AWS qui permet de faire de l'authentification d'utilisateurs. Donc là, on voit en bas, on va parler de sécurité. Et nous, on a remarqué deux petits configuration flows sur Cognito quand on a travaillé dessus. Le premier, c'est que, alors, un problème qu'on peut avoir, c'est que par défaut, sur certains frameworks d'IAC, donc pas tous, forcément sur AWS non plus, les noms d'utilisateurs sont pas case sensitive, justement. Et alors ça, c'est un problème, par exemple, pour l'impersonnation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un de nos utilisateurs puisse se faire passer pour un autre, par exemple, si on a un site public, par exemple. Et du coup, l'actif, c'est de désactiver, parce que c'est désactivé à AWS. Et dans ce cas, plus de problème de ce côté-là. Autre problème, aussi la sécurité de nos utilisateurs. On va parler du coup de password policy. Qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est quand on crée un user pool dans Cognito, donc quelque chose les passes des utilisateurs et leur username par exemple. Par défaut, les utilisateurs, quand ils vont créer un compte, ils devront rentrer un mot de passe de minimum 8 caractères. 8 caractères, c'est pas du tout au standard de sécu en termes de longueur de password. Nous, on propose 10 caractères pour un password. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai l'impression que... et moi, 10, en vrai, même 12 si possible. Mais c'est notre reco en termes de sécu. Si on continue encore un petit peu plus loin, on va parler de Dead Letter Queues. Alors, ça fait peur comme nom, Dead Letter Queues. De quoi on parle? De quel problème on parle? On parle d'architecture event-based, donc on en a déjà pas mal parlé ce matin. Mais quand on fait des architectures event-based, on expose à un problème de perte de données dans le cas où la lambda qui va calculer, qui va processer l'event, ne fait pas son calcul jusqu'au bout et fail avant la fin. Moi, j'ai un petit exemple. J'ai travaillé sur une mission pour une assurance qui n'avait pas envie d'avoir un outil externe qui gère son monitoring, donc un outil du genre Datadog ou Lumigo. Et du coup, en fait, si dans des architectures event-based,
on perdait l'info des events à cause de ça, et ben on n'avait même pas de monitoring. Qu'est-ce qui s'était passé, quel avait été l'input de lambda, etc. On m'entend pas bien. Ouais. Du coup, l'idée qu'on a, pas du tout, mais ce qu'on a trouvé sur AWS, en fait, c'est un truc super, ça s'appelle les dead letter queues. Et les dead letter queues, ça permet, en fait, quand une lambda fail, alors qu'elle a été invoquée de manière asynchrone, de récupérer l'event qui est arrivé en entrée, de le stocker, et ça permet plus tard, par exemple, manuellement, une fois qu'on a réglé le problème sur la lambda, de relancer cet event dans le bus, de recalculer, et du coup, on n'a rien perdu. Et voilà, quoi, on se doute bien que c'est une recommandation en termes de stabilité, on veut éviter les bugs en faisant ça, et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est d'attacher des DLQ à toutes les lambdas asynchrones quand on fait de l'event-based sur nos applis. Donc là, on se retrouve pour la partie bien immergée de l'iceberg et on va parler ensemble de SQS. Donc là, le problème qu'on va vous raconter, vous expliquer, c'est un problème qui ne nous est pas encore réellement arrivé, un problème un peu plus théorique, mais qu'on voudrait vous éviter aussi. C'est un problème dans lequel on pourrait avoir un message venant d'une queue SQS qui est traité 2 fois. Alors, on va voir un peu pourquoi. Là, dans notre exemple, on a le service lambda qui va consommer les messages de la queue. Donc là, le service lambda appelle la queue. On a récupéré un premier message et une première lambda va commencer à compute ce message. Et on a un computing time d'environ 40 secondes. Et le visibility timeout du message dans la queue commence. Et le visibility timeout, c'est quoi? C'est la durée pendant laquelle le service qui consomme la queue ne va pas pouvoir voir ce message. Donc là, on se retrouve au bout de 30 secondes, le default visibility timeout de la queue. Là, la queue fait réapparaître le message parce qu'il n'y a pas eu de retour de la lambda qui est encore en train de compute le premier message. Et donc, on va avoir une deuxième lambda qui va pouvoir prendre ce message qui était à nouveau visible et compute également le message 1. Donc là, on a le message 1 qui est traité 2 fois et on voit bien que ça peut être un problème complètement critique si la lambda elle est chargée d'ajouter un montant sur le compte bancaire d'un client, par exemple. Donc là, notre recommandation, ça va être de toujours faire en sorte que le visibility timeout de la queue soit supérieur au temps maximum de traitement du service qui va consommer la queue. Et en réalité, la recommandation d'AWS, c'est même 6 fois le timeout de la lambda, notamment pour des questions de retry. Et donc là, c'est une recommandation oui, qui concerne la stabilité. On préfère éviter les bugs. Donc là, on a parcouru tout l'iceberg ensemble. On a vu 5 problèmes, mais en fait, on aurait pu vous en raconter beaucoup plus. Et donc, ça fait beaucoup de bonnes pratiques à retenir. On aimerait bien que tout le monde, même un développeur qui arrive dans notre équipe, puisse en bénéficier. Alors, comment on fait pour sauvegarder toute cette connaissance ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas même essayer de détecter ces problèmes pour éviter de faire seulement confiance au cerveau humain? Et c'est là qu'on a eu l'idée, du coup. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les problèmes dont on vous a parlé depuis le début, c'est des problèmes de configuration. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que on pourrait retrouver, en gros, toutes ces datas dans AWS, et du coup, on pourrait les analyser automatiquement pour, du coup, éviter les problèmes. L'idée, c'est de ne pas s'en remettre à l'humain, comme on disait, pour trouver ces problèmes, mais plutôt de les stocker quelque part et de les automatiser. Donc là, je retourne sur l'iceberg très rapidement. On voit les 5 problèmes. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de transformer ces problèmes en règles. Quand je parle de règles, je parle de quoi? Je parle du même règle que ce qu'on utilise, par exemple, dans les outils de linting, ESLint, par exemple, Prettier, etc. En gros, on va créer des règles qui vont aller vérifier sur toutes les ressources de notre compte, est-ce que ces ressources passent ces règles ou pas. Donc, par exemple, dans le cas d'ARM64, dont on a parlé au début, il faudrait une règle qui regarde toutes nos lambdas et qui regarde est-ce qu'elles utilisent ou pas le processeur ARM, et qui puisse nous dire du coup lesquels ne suivent pas cette règle, etc. pour tous les problèmes dont on a parlé. Du coup, l'idée, c'est qu'on s'est posé la question, mais comment on va faire pour appliquer toutes ces règles dans une application AWS? Et on a commencé
par se poser la question d'un choix entre deux solutions. La première, c'est de faire de l'analyse statique de code. La deuxième, c'est d'analyser directement depuis le cloud AWS à quoi ressemble notre application. Si on parle rapidement d'analyse statique de code, qu'est-ce que je veux dire par là, en gros? C'est que nous, du coup, sur nos projets, on fait de l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, du coup, c'est, comme on a vu dans le talk d'avant, c'est qu'on va définir du code qui va décrire à quoi doit ressembler notre application en termes de ressources. Et du coup, l'idée, ce serait d'analyser le code la configuration qui est produite par ce code avant de la déployer, de trouver tous les problèmes potentiels à l'intérieur et de bloquer le déploiement avant qu'il se fasse pour informer le développeur de ces problèmes. Donc ce qui est bien avec cette solution, c'est que la feedback loop, elle est très courte. En gros, on dev, le problème s'affiche, on le fixe. C'est facile à utiliser, c'est facile à implémenter sur son projet. Le gros problème avec cette solution, c'est que c'est spécifique au framework JSC. Donc si on fait quelque chose qui marche par exemple pour CloudFormation, ça ne marchera pas pour Terraform. Et voilà, donc c'est pour ça que Juliette va vous parler de la deuxième solution qu'on avait. Oui, la deuxième solution, du coup, c'est celle d'analyser directement les ressources qui sont présentes dans le cloud AWS. Donc là, on va avoir une feedback loop qui est un peu plus importante puisqu'il va falloir déployer notre nouvelle infrastructure avec nos nouvelles ressources pour qu'on puisse les analyser et faire nos retours pour indiquer si on a mis en place les bonnes pratiques ou pas. Mais en revanche, le bénéfice que ça va avoir, c'est d'être complètement indépendant du framework d'infrastructure as code qu'on utilise. Et c'est donc pour ça qu'on a choisi cette solution. Et il y a ces solutions, il y en a qui existent similaires, proposées par AWS, mais souvent elles sont payantes. Donc nous, on voulait faire un outil qui soit gratuit, open source. Donc maintenant qu'on a choisi qu'on allait analyser les ressources directement présentes sur le cloud, il va falloir déterminer comment on va les récupérer, les lister et ensuite les analyser. Donc nous, on a utilisé le SDK, AWS SDK pour JavaScript, et c'est un outil qui va nous permettre de faire un ensemble de calls à AWS pour interagir à la fois avec le data plane et le control plane. Donc le data plane, c'est tout ce qui est le fonctionnement des services, et le control plane, ça va être tout ce qui est définir le data plane et décrire le data plane. Si ce n'était pas très clair, on va voir ensemble des exemples de call SDK qui relèvent du data plane ou du control plane. Dans le data plane, on aura par exemple invoquer une lambda, mettre un objet sur un S3 ou récupérer des données d'une table Dynamo. Donc tout ça, ça va être vraiment le fonctionnement du service. Et côté control plane, on aura tout ce qui est provisioning, donc créer un bucket S3 ou listing de ressources, lister les fonctions lambda. Donc nous, ce dont on va avoir besoin, c'est d'utiliser les parties du SDK qui vont interagir avec ce control plane pour décrire toutes nos ressources dans le cloud. Donc là, on prend un compte AWS, schématisé ici. Il contient plusieurs ressources, notamment des lambdas, des buckets S3. Et on va pouvoir faire notre premier call SDK pour lister toutes ces lambdas, donc list functions. Et on va récupérer la liste des ARN de toutes les lambdas sur mon compte, sur le cloud AWS. Donc les ARN, pour rappel, c'est Amazon Resource Name. Et donc c'est ce qui va nous permettre d'identifier de manière unique une ressource dans le cloud AWS. Et donc pour lister toutes les ressources dont on a besoin dans le compte de notre utilisateur, on va pouvoir faire des calls similaires pour chacun des types de ressources. Voilà, donc là, on se retrouve dans une situation où l'outil aurait à disposition du coup un inventaire complet, en gros une liste de toutes les ressources qu'il a envie d'analyser, donc des lambdas, des buckets, etc. Et un moyen d'y accéder facilement, du coup un ARN qui va permettre ensuite, qui va être une porte d'entrée ensuite, pour récupérer le reste des données. Alors, mais déjà, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est organiser du coup cette liste et en gros la dispatcher entre toutes les règles qu'on a créées. Donc là, je prends un exemple. L'exemple, par exemple, c'est que du coup, tous ces ARN de lambda, on va les envoyer se faire checker par la règle RM64 et par toutes les règles du coup qui concernent les lambda. Et on peut faire pareil du coup pour toutes les règles dont on a parlé aujourd'hui. Donc par exemple, intelligent tiering, c'est les buckets qui vont passer là-dedans, les letter queues, les event bus, etc. Voilà, et du coup, maintenant l'idée, donc là on a vu comment on organisait tout ça, on va faire un petit zoom
sur la partie ARM64 parce que c'est une règle qui n'est pas très dure à comprendre. Et on va voir comment ça marche à l'intérieur. Du coup, là, je vais prendre un exemple où du coup, ma règle ARM64, elle a en entrée un ARN de lambda, la lambda create user. Et on va voir du coup comment elle fait pour déterminer si cette lambda, elle est OK ou KO au niveau de la règle. En fait, on comprend un peu maintenant ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un call SVK encore. Hein. Donc là, on voit le compte AWS, voilà, avec la lambda create user qui est mise en surbrillance. On fait le petit call AWS, du coup là, ce serait un call get function configuration qu'on a envie de faire, qui va nous renvoyer du coup un JSON avec les datas qu'on veut. Et surtout, donc là, si on regarde, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais ici, on peut voir qu'il y a dans ce JSON un objet architectures qui contient du coup x86-64. Ça, c'est KO, parce qu'on a dit que notre règle est checkée ARM64. Par contre, si l'objet il avait contenu ARM64, et bien là, on dit que la règle est OK. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que là, vraiment, j'ai pris l'exemple d'une règle pour une ressource. En fait, ce qui se passe en réalité, dans le fond, c'est que ce dont je viens vous parler, ça se passe de manière massivement parallèle pour toutes les règles, pour toutes les ressources. Ça fait des calls AWS de partout, pour des lambdas, pour des buckets, pour des event bus. Et ça va tout compiler ensuite pour créer un résultat. On a eu des petits problèmes un peu en faisant ça, et Juliette va vous en parler. Oui, ce que vient de vous expliquer Pierre, on le comprend bien, théoriquement ça marche, mais on va commencer à faire beaucoup de calls, parce qu'en fait pour chaque règle et chaque ressource concernée par cette règle, on va devoir faire un call à AWS. Et le nombre de nos règles, nous, on aimerait bien qu'ils continuent à augmenter. Et le nombre de ressources sur un compte AWS, ça peut être extrêmement grand. Donc en fait, le nombre de calls qu'on allait faire de cette manière simpliste, il tend facilement vers l'infini. Et en parallèle de ça, je voulais expliquer, on utilise le control plane, et les calls au control plane, ils sont pas trop faits pour scale, c'est plutôt utilisé d'habitude pour faire ponctuellement du provisioning de ressources. Et donc, on s'est confronté à une limite d'AWS. Par exemple, pour le call get function configuration, on peut faire que 15 calls par seconde. Donc là, il va falloir résoudre ce problème. Alors, comment on a fait ? Deux possibilités. On a d'une part trouvé un moyen de réduire le nombre de calls à AWS qu'on va faire, et d'autre part, essayer de réduire un peu la vitesse à laquelle on fait nos requêtes. Donc, pour réduire le nombre de requêtes, on va regarder ensemble toujours cette même règle ARM, on l'aime bien. Et donc, pour une ressource donnée, on va faire le call getFunction configuration. Bon, en réalité, des règles pour le service lambda, on en a plusieurs. On a par exemple la règle lightBundle qui va devoir faire exactement le même call getFunction configuration, car l'info dont elle a besoin est aussi contenue dans la réponse de ce call. Donc là, on voit bien qu'on pourrait mettre en commun, et c'est ce qu'on a fait. On a mis en place un cache au niveau du middleware du client du SDK. Et donc là, on a pu réduire le nombre de calls, puisque pour une seule ressource, on a le même call qui est fait pour 2 règles. Et en fait, des règles pour lambda, on en avait même encore plus. Voilà. Donc en fait, cette solution, ce qui est bien, c'est qu'il nous a permis, à l'époque où on l'a implémenté, de diviser le nombre de calls par environ 7. Alors pourquoi 7? C'est parce qu'à l'époque, je crois qu'on avait 7 règles qui avaient besoin de ce call, et du coup, c'était pas mal. Ça a permis de lancer l'outil sur des applications qui ne le supportaient pas à l'époque. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, diviser par 7, c'est bien. Mais quand on tend vers l'infini, entre guillemets, qu'on a vu tout à l'heure, et même en divisant par 7, ça potentiellement finir par ne pas marcher. Et c'est pour ça que je vais faire un petit zoom sur la partie après le cache, où en fait, on va essayer de ralentir un peu dans le cas où on va trop vite. Donc voilà, on peut zoomer. On voit que ce qui se passait au début, c'est qu'à chaque fois que le cache envoyait une requête, la requête partait instantanément. Et nous, du coup, on a transformé un peu ce middleware pour qu'il devienne une petite queue qui a un rate de 10 requêtes par seconde. 10 requêtes par seconde, ça permet de rester en dessous d'à peu près tous les quotas AWS en termes de throttling. Et en fait, les messages, du coup, vont partir comme ça 10 fois par seconde. Ça permet, ce qui est bien, c'est que sur les applications qui ne sont pas trop grosses, comme nous, par exemple, on crée chez Theodo, ça ralentit presque pas l'analyse, parce que 10 requêtes par seconde, c'est quand même assez rapide. Et sur les grosses applications, on passe de « je ne peux pas analyser mon application parce qu'AWS ne veut pas » à « ça va être long ». Mais au moins, ça finira par marcher. Voilà.
Donc là, en gros, on voulait vous montrer un petit use case, un petit problème auquel on s'est confronté quand on essaie de créer un outil. Et en fait, l'outil dont je vous parle, Pierre a spoilé tout à l'heure, hein, mais l'outil dont je vous parle, en fait, il existe. Et cet outil, il s'appelle SS Mentor. SS Mentor, du coup, c'est un outil open source qu'on a créé avec Juliette, avec plein d'autres gens, qui du coup respectent ce qu'on s'était fixé comme objectif, donc d'être framework agnostique, d'être open source, d'être gratuit, et qui va implémenter du coup tout ce dont on vous a parlé pendant ce talk. Et encore plus, on le verra. Petite démo entre guillemets. Oui, simili démo. Du coup, on voit à peu près comment on peut faire pour lancer notre outil SLS Mentor et avoir l'analyse de notre compte AWS. Donc, ce sera juste une ligne à taper dans le terminal et ça utilise les credentials AWS qui sont configurés dans la machine. Et donc après, on va faire tous les calls qu'on vous a expliqués jusqu'à maintenant et on va pouvoir sortir un petit rapport avec un score global et un score sur les différents piliers dont on vous parlait au début du talk. Donc les coûts, Green IT, sécurité, rapidité et stabilité. Et en amont de ce petit rapport avec les scores, on a aussi le détail des ressources qui ne sont pas valides selon nos règles. Donc là, on retrouve la liste des règles qui n'ont pas été respectées. Par exemple, encore cette règle d'Intelligent Tiering pour le S3. Et on va pouvoir cliquer sur ce lien et arriver sur de la documentation. On trouvait ça important d'expliquer un peu pourquoi cette règle elle nous semble importante et proposer des manières de la résoudre sur les différents frameworks. Voilà. Alors, SAS Mentor, ça a déjà été un petit peu utilisé. Alors là, j'ai des petits tweets de gens qui... Est-ce qu'ils sont tous dans la salle? Presque, je pense. Qui l'ont lancé à l'époque sur leur application. On voit que les résultats sont plus ou moins bons. Voilà. On fait du vert, du jaune, du rouge. Tout ça pour vous dire en fait que c'est un outil qui est facile à lancer et ça vaut le coup d'essayer de le lancer sur son appli parce que voilà, ça donne un petit visuel des choses qui peuvent être améliorées très rapidement. Notre roadmap pour la suite, c'est que du coup, on vous a parlé de 5 règles, 5 problèmes aujourd'hui, mais nous, on en a plutôt une trentaine sur 12 services AWS. On essaye d'en rajouter de plus en plus. Voilà, vous pouvez essayer de lire en plissant les yeux un peu tout ce qu'on fait sur l'outil. Moi, je suis prêt à vous parier que personne dans cette salle ne peut lancer l'outil et avoir 100% de réussite du premier coup. Donc, essayez. Et si vous voulez essayer, du coup, petit QR code pour aller sur notre site, pour aller jeter un œil. Et du coup, je vous remercie pour ce talk et pour votre écoute. Incroyable. Tu paries combien pour les 100%? Ah, je peux parier beaucoup, je pense. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Beaucoup de questions. J'arrive. Hello, déjà GG à vous deux pour la presse, c'était hyper clair et très intéressant. Moi ça m'intéresse beaucoup, je travaille dans une ESN où on se pose beaucoup de questions aussi sur le numérique décarboné, notamment sur la partie empreinte carbone des infrastructures cloud. Donc moi je suis hyper chaud de tester l'outil. Je me demande juste par rapport aux règles, est-ce que moi en tant que contributeur je peux définir mes propres règles, je sais pas, en local ou de mon côté? Est-ce qu'il y a un format qui rend facile l'ajout, la modification des règles? Ou bien est-ce qu'il faut que ça passe par votre process de validation et que ça s'appliquera du coup à tout le monde de manière indifférenciée? Alors du coup, pour l'instant, on n'a pas encore... donc je répète la question quand même au cas où. Est-ce que c'est possible de créer des règles custom en local? Pour l'instant, on n'a pas encore de moyen de le faire. Donc on prend les mêmes règles que tout le monde. Mais on a quand même fait un gros travail en termes de contribution pour faciliter la création de règles. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a juste une petite commande à lancer quand on est sur le repo. Ça génère un template facile à remplir, donc avec la doc à remplir, la logique métier de la règle à remplir, etc. Et du coup, en fait, notre idée, c'est que nous, on a bien envie que les gens qui s'y connaissent là-dedans et qui ont des idées de bonnes pratiques de qualité viennent nous aider sur le repo. On est actif, donc si on trouve que la règle est bonne et que c'est une bonne idée, je pense que c'est pas très long à coder et on est très open pour l'ajouter dans l'outil.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais juste une petite question, un peu par rapport à, à la question précédente. Du coup, est-ce qu'il y a un fichier de configuration ou quelque chose comme ça pour omettre certaines règles pour certaines ressources, comme tu disais par exemple tout à l'heure, par souci de compatibilité par rapport à une lambda qu'on veut, si on veut utiliser par exemple x86 ou par rapport à l'ARM. Si on peut préciser ce genre de choses avec, par exemple, un fichier comme ESLint, les règles sur ESLint, etc. Ouais, exactement. C'est un retour qu'on avait eu un certain nombre de fois. Au début, c'était pas possible. Donc maintenant, oui, il y a en effet la possibilité de créer un petit fichier et on indique le nom de chaque règle et des regex pour définir les ressources qui ne doivent pas être checkées par cette règle. Voilà, parce qu'on avait bien compris en gros que ça c'est bien, c'est des règles assez générales, mais il y a toujours des use cases un peu particuliers où la règle s'applique pas. Voilà. Ouais, j'avais juste aussi une question en rapport d'intégration sur de la CI. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trigger dans un GitLab CI sur certains... Alors, il y a un des projets sur lesquels j'ai travaillé qui le lançait sur GitLab CI, oui. Nous, notre code, du coup, là-dessus, c'est de le lancer après le déploiement, parce que on check quelque chose qui est déjà déployé, et de le rendre non bloquant, parce qu'on n'a pas envie qu'une best practice qui n'est pas non plus critique, en vrai, souvent, c'est pas extrêmement critique ce dont on parle, bloque un déploiement qui serait urgent, par exemple. Mais oui, du coup, nous, on l'a fait sur GitLab. Je crois qu'on a des snippets de code GitLab CI qu'on propose. Je sais qu'il y a Vincent qui est dans la salle, là, qui travaille sur une GitHub Action facile à utiliser pour GitHub Action, justement. Donc, ouais. Ouais, est-ce que vous avez un système pour avancer doucement dans les règles et pas y aller trop vite, genre si toute ma stack elle est dans le rouge et que je veux y aller progressivement, c'est facile ou pas? Oui, du coup, on a un système de niveau, donc on peut choisir de lancer SLS Mentor et avoir toutes les règles qui checkent toutes les ressources. Ou on peut commencer par le niveau 1 sur 5 et on a sélectionné un certain set de règles qui sera plus facile à satisfaire pour commencer avec une CI au vert justement et juste en résolvant les premières règles et commencer ensuite à résoudre les problèmes par étapes en passant au niveau supérieur. Voilà. Notre idée derrière ça, en gros, c'était qu'on s'est rendu compte que les gens qui lançaient SLS Mentor sur des grosses applis qui existent depuis longtemps, on a vu sur les tweets, il y a beaucoup de rouge. Et c'est pas du tout encourageant pour réparer tout ça. Donc sur un projet existant, l'idée serait de appliquer les règles petit à petit en gardant une CI verte. C'est toujours plus agréable. Mais par contre, sur les nouveaux projets qui sont tout nouveaux, du coup, c'est cool d'appliquer toutes les best practices d'un coup. Ça va être plus facile à fixer quand il y a des problèmes. Et du coup, là, on conseille d'envoyer la totale dès le début. Merci beaucoup. J'avais deux petites questions. Est-ce que vous vous appuyez sur AWS Config? Et du coup, quelle est la différence avec AWS Config? Ouais, alors on a découvert AWS Config il n'y a pas si longtemps que ça, qui globalement, on n'a pas encore eu le temps de fouiller, mais je sais du coup que globalement ça permet de récupérer pareil des configs un peu en batch, donc ça éviterait les problèmes qu'on a eu au niveau du throttling, parce que c'est un peu fait pour du coup, comparé un peu à ce qu'on a fait. Mais c'est quelque chose qu'on va creuser clairement, parce que si ça permettait de faire la même chose que ce qu'on fait, mais instantanément, au lieu de devoir attendre un petit peu, on prend. Hein. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir une fois encore.